Bonjour à tous, bienvenue dans ma deuxième conférence sur Kant. Petit rappel, dans la première conférence sur Kant, je vous ai parlé de la vision grecque d'une part, de la vision du Moyen-Âge d'autre part, pour vous expliquer la vision, le contexte, le vocabulaire utilisé avant que Kant n'arrive. Dans cette seconde conférence, celle-ci, là, maintenant, je vous parlerai de la crise de la pré-modernité, c'est-à-dire toutes les idées qui ont eu lieu en vogue principalement à la Renaissance et qui vont provoquer un séisme intellectuel, on va le voir. Et Kant va travailler sur ces problèmes-ci. Ensuite, dans les conférences 3, 4 et 5, à ce moment-là, vraiment, on se plongera dans Kant. Et donc, ces trois conférences 3, 4, 5 auront pour but de vous parler du bon, du vrai et du beau chez Kant, qui sont expliqués dans ces trois ouvrages majeurs, Critique de la raison pratique, Critique de la raison pure et Critique de la faculté de juger. Et je terminerai ce cycle de conférences sur Kant par une sixième conférence dont le but sera d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'après-Kant? Nous sommes donc aujourd'hui vers 1600 en pleine Renaissance. Et l'être humain réfléchit avec ces concepts-ci que nous avons vus lors de la première conférence. Notre homme a des béquilles car il est hétéronome. Hétéronome, je connaissais hétérosexuel, mais hétéronome, ça veut dire quoi? Hétéronome, ça vient du grec, hétéro qui veut dire l'autre, tout comme effectivement hétérosexuel, et norme, comme norme. Donc hétéronome veut dire qu'on s'appuie sur des lois, sur des valeurs qui ne viennent pas de soi-même. Et effectivement, l'homme prémoderne s'appuie sur des valeurs principalement issues du monde grec et du monde du Moyen-Âge, donc qui ne sont pas des valeurs en lui-même. Et nous allons voir qu'avec Kant, l'être humain va devenir autonome, il va lui-même décider de ses propres valeurs. Ainsi structuré, l'homme peut fonctionner sans trop de difficultés. Il lui suffit de garder ses béquilles. Mais voilà, la Renaissance arrive et au XVIe et XVIIe siècle, l'Europe se fait envahir par des géants. Ces géants sont Copernic, Bruno, Galilée, Descartes, Newton, Hume, Rousseau et encore d'autres. Mais je m'arrêterai à ceux-ci. Qu'ont dit ces géants pour provoquer une telle crise? Eh bien voici. Alors tout d'abord, Copernic va remplacer le géocentrisme par l'héliocentrisme. Alors bon, je dois vous dire, Copernic c'était une chiffre molle et il ne publiera son ouvrage qu'après sa mort, en 1543, pour éviter des problèmes avec l'Inquisition. Bruno, lui au moins c'était un mec, un vrai, et il ne se rétractera pas devant l'Inquisition, ce qui lui vaudra un petit barbecue en 1600 exactement. Galilée reprendra les travaux de ses prédécesseurs, Bruno, Copernic, mais comme vous le savez, lui aussi se rétractera en public, toujours pour ne pas avoir d'ennui avec l'Inquisition. C'est lui qui dira cette phrase célèbre, et pourtant elle tourne, et ça en 1633. Donc, avec ces trois penseurs, l'héliocentrisme commence vraiment à arriver. N'est pas encore accepté pour autant par le Vatican. Tiens, mais au fait, pourquoi est-ce que le Vatican était tellement opposé à l'héliocentrisme? Eh bien parce que les enjeux sont absolument fondamentaux, c'est pas simplement une question de qu'est-ce qu'on préfère. En effet, rappelez-vous, pour la religion chrétienne, on pense que Dieu a créé l'univers pour l'homme. L'homme est au summum de l'univers. L'homme est la raison d'être de tout l'univers. Tant que la Terre est au centre, pas de souci, tout va très bien. Si maintenant la Terre devient périphérique par rapport au Soleil, si donc on arrive dans un système héliocentrique, il est très possible qu'il existe d'autres terres dans l'univers qui, elles aussi, seraient habitées. Et dans ce cas-là, nous, l'être humain de la Terre, nous les terriens, ne sommes peut-être plus le summum de la création. À ce moment-là, c'est tout un pan de l'Église catholique qui s'effondre. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique se battra bec et ongles, et quelquefois avec des allumettes, pour empêcher l'héliocentrisme. À propos de l'héliocentrisme, je vous propose d'ailleurs de visionner une conférence de Bruce sur sa chaîne YouTube Y penser, dont le titre est « La Terre ne tourne-t-elle autour du Soleil ?» Cette conférence est absolument excellente, comme toutes les conférences que Bruce a faites. Descartes, lui aussi, foutra le bordel, pour deux raisons. Tout d'abord, avec son concept d'inertie. C'est le premier qui vraiment va imaginer le concept d'inertie, que Newton va plus tard
calculé. Alors ça n'a l'air de rien, mais en fait ça fait une différence énorme. Quand Descartes parle d'inertie, il veut dire que tout événement, toute force reste la même tant qu'elle ne subit pas une force différente. Mais là où c'est vraiment fondamental, ça veut dire que tous les événements terrestres ont nécessairement une cause terrestre. Et ça, c'est fondamental comme changement. Et c'est pas tout. L'autre chose fondamentale que Descartes va faire, c'est, comme tout le monde le sait, pousser l'esprit critique. Donc Descartes va, dans tous ses écrits durant toute sa vie, convaincre son lecteur de penser par lui-même, de vérifier par lui-même pour être sûr de ce qu'il croit, pour être sûr que ce qu'il voit est juste. Cette pensée critique, évidemment, va totalement en opposition avec ce que l'Église catholique auparavant essayait d'imposer. Ça a été un peu vite pour moi. C'est quoi l'esprit critique? L'esprit critique, c'est pas qu'on va critiquer tout, c'est qu'on va avoir un esprit, une manière d'habiter le monde dans lequel on veut vérifier. Critique vient du mot krinein en grec, ce qui veut dire distinguer. Un esprit critique veut continuellement distinguer le vrai du faux. Il veut être sûr de ne pas se tromper. Chez Descartes, il va faire comme ça une série de textes dans lesquels il prouve que régulièrement les sens nous trompent. La métaphore que Descartes a utilisée, ça a été en particulier la bougie. La bougie est dure ou elle peut être molle, ça reste une bougie, donc les sens peuvent me tromper. Et Descartes va essayer de nous convaincre que puisque les sens peuvent régulièrement nous tromper, on doit réfléchir à ce que les sens nous disent pour vérifier où est la vérité. Bon, et puis nous avons Newton aussi. Alors lui, il jouait avec des petites billes. Plus précisément, il mettait ses billes sur des plans inclinés et regardait à quelle vitesse elles tombaient. Tout ça pour mesurer la gravité, la force de la gravité. C'est aussi fondamental parce qu'avec Newton arrive l'idée que le monde est mathématisable. On peut tout calculer. Peut-être pas tout, mais en tout cas déjà la physique. Là où ça devient fondamental dans la vision, c'est un petit peu comme pour Descartes qu'avec Newton, le monde terrestre, ce qui nous entoure, est donc régi par des règles, des lois physiques, la mathématique principalement, et c'est en opposition donc avec l'idée que le monde serait régi principalement par des lois spirituelles, par des objectifs spirituels. Et puis nous avons Hume. Hume n'est pas un physicien, c'était un empiriste, un philosophe empiriste. Hume a précédé de très peu Kant, un Anglais. Kant dira de Hume que Hume l'a réveillé de son sommeil dogmatique, parce que, ici encore, Hume convaincra ses lecteurs de vérifier par eux-mêmes ce qu'ils croient voir, et donc de remettre en question les dogmes. Attends, tu viens de dire que Hume est un empiriste, ça veut dire quoi, empiriste? Un empiriste, on peut aussi dire que c'est un réaliste. C'est l'idée que le monde qui m'entoure n'est constitué que de choses réelles. Par opposition à l'idéaliste, on parlera d'idéalisme platonicien, qui pensera, qui croira que le monde est habité de ce qui m'entoure, que je peux voir, mais également d'idées qui s'incarnent dans la réalité. Donc le réalisme s'oppose à l'idéalisme, réalisme et empirisme étant ici à peu près synonymes, mais je te rassure, on en reparlera très longuement dans la conférence sur le vrai. Ensuite, il y a Rousseau, ce grand philosophe français que Kant aura lu. Rousseau était contemporain à Kant. On en reparlera principalement dans ma conférence sur le beau. Et puis dans cette même période, vous vous souvenez de la ligne du temps que je vous avais montrée, il y a eu deux événements majeurs qui ont précédé de quelques décennies ou de 200 ans la vie de Kant, à savoir en 1347 il y a eu la peste noire en Europe où 50% de la population mourra, c'est-à-dire 25 millions de personnes. Ça a été évidemment un traumatisme pour tout le monde. Et puis en 1755, contemporain à Kant, le tremblement de terre de Lisbonne, où il y a eu au moins 70 000 victimes. Là aussi, donc, une grosse partie de la ville a été rasée. Ça a été également un gros traumatisme, avec des conséquences directes dans la manière d'habiter le monde. Alors bon, il y a encore eu plein d'autres penseurs fondamentaux à cette période de la Renaissance dont je ne vous ai pas parlé. On pourrait faire un parallélisme passionnant avec l'histoire de la musique, avec Haydn, Bach, Beethoven, Chopin, et tout ça aussi peut être revu avec cette évolution de la pensée philosophique.
mais si je rentre là-dedans, je n'arriverai jamais à vous parler de Kant. Oui, et surtout, tu n'y connais pas grand-chose en musique. Alors, quelles sont les conséquences de ces idées sur notre brave petit bonhomme de la Renaissance? Étudions cela. Tout d'abord, pour accéder au vrai, on ne peut plus se contenter de regarder la théoria, la réalité comme les Grecs, puisque le mouvement inertiel a été prouvé. Que le premier qui a vu un mouvement inertiel lève le doigt. Toi, menteur. Tous les physiciens savent que ça existe, mais personne n'a jamais pu le voir, le mouvement inertiel. Donc pour les Grecs, pour voir le vrai, pour connaître le vrai, il fallait regarder ce qui nous entoure. Avec le mouvement inertiel, entre autres, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puisque le vrai n'est pas nécessairement visible. Durant le Moyen-Âge, pour accéder au vrai, il fallait lire et croire ce que Dieu affirme dans la Bible. Aujourd'hui, en 1600-1700, l'esprit critique est toléré. On a enfin le droit de penser et de croire autre chose que ce que la Bible affirme. Et on se rend compte que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai tout ça. Donc, qu'est-ce que le vrai? Puisque la vision grecque d'une part et la vision du Moyen-Âge d'autre part sont complètement remis en question. De même avec le bon. On avait vu que pour les Grecs, le bon, c'était d'être en harmonie avec la nature. C'était l'histoire de Ulysse qui était à sa juste place auprès de son épouse. Je vous ai expliqué que peu avant Kant, il y avait eu deux séismes, d'une part la peste noire, d'autre part le séisme au propre sens à Lisbonne, et les gens à cette époque-là prennent conscience que la nature n'est pas nécessairement bonne, elle peut même être très mauvaise. Donc contrairement aux Grecs qui disaient que le bon c'est d'être en harmonie avec la nature, on se dit que si la nature n'est pas nécessairement bonne, pour être soi-même bon, il ne suffit pas d'être en harmonie avec la nature. La nature peut être chaotique, dangereuse. Alors qu'est-ce que le bon? On avait aussi vu toujours chez les Grecs que être bon, c'était être vertueux. Vertueux signifiant ici être performant. Je vous avais parlé de l'œil d'un cheval qui est performant quand il voit bien. Je vous ai parlé de l'élève qui est performant quand il est efficace. Et que ça, c'était être vertueux. Mais on se rend compte qu'on peut très bien être performant et faire le mal. À ce moment-là, la vertu peut être un mal. Alors qu'est-ce que le bon? Pour le Moyen-Âge, qu'est-ce que le bon? Je vous avais expliqué que être bon, faire le bien, c'était d'abord d'appliquer la morale chrétienne. Mais ça fonctionnait jusqu'à Leibniz et Spinoza. Pour ces penseurs-là, rappelez-vous, Dieu existe d'abord, et puis en passant, il a créé l'humain, qui est donc en miroir à Dieu, qui est relatif à Dieu. Un des progrès de Kant, on se rend compte que Dieu est un concept créé par l'humain. On ne peut plus dire Dieu existe, puis Dieu crée l'homme, et donc l'homme est relatif à Dieu. Non, on va changer ça. Kant réalise que pour que le concept de Dieu existe, il faut qu'un homme y pense. Donc l'homme existe, l'homme crée le concept de Dieu. L'homme devient principal par rapport à Dieu qui lui est relatif, même si on est chrétien, puisque Kant était un chrétien tout à fait convaincu. Donc pour être bon, il ne suffit pas d'appliquer la morale chrétienne, puisque Dieu est un concept créé par l'humain. Ensuite, le beau. Je vous avais expliqué que pour les Grecs, le beau s'inspirait de la nature, et c'est non discutable. Le cosmos est beau, c'est harmonieux. Si je suis en miroir avec ce cosmos, si je crée des œuvres d'art qui sont en harmonie avec la nature, ce sera beau et c'est objectif. Non discutable. On se rend compte quand même que ça ne tient pas la route, que vous trouvez ceci beau, moi je le trouve moche, et inversement. Donc le beau, ça se discute, donc la vision grecque de la beauté ne tient pas la route. De même pour le Moyen-Âge. Je vous avais expliqué qu'au Moyen-Âge, on va trouver quelque chose de beau quand il plaît à mes sens. C'était la racine du mot esthétique, aesthésis. Et donc, on peut chacun avoir une opinion différente. Mais là aussi, ça ne tient pas la route parce que quand on regarde la cathédrale de Brunelleschi, on ne peut quand même pas nier qu'elle est belle. Évidemment qu'elle est belle. Elle est belle pour tout le monde. Elle est objectivement belle. Donc simplement dire que le beau ne se discute pas et est relatif à chacun d'entre nous, ça ne tient pas la route, il faut recréer ce concept-là aussi. Donc toute l'idée de cosmos s'effondre, l'idée de théologie chrétienne s'effondre, ces deux béquilles tombent, et l'être humain ne sait plus que penser du vrai, du bon et du beau. Et tout le travail de Kant va être de remettre l'homme sur pied, de lui permettre de se tenir sur ses deux jambes sans dépendre de ces deux béquilles. En vocabulaire philosophique, cela devient
comment créer un nouveau paradigme et redéfinir ces trois concepts de vrai, de bon et de beau en tenant compte des critiques que nous venons de voir? Eh bien, si vous voulez la réponse à cette trépidante question, je vous invite à regarder les conférences suivantes. Je vous remercie.